Le soldat des crapouillots. L'histoire qui va venir peut vous sembler sombre, c'est vrai, elle va vous paraître assez terrible, sans aucun doute, je vous conseille pourtant d'aller jusqu'au bout, vous allez découvrir un pan de notre histoire dont on évite souvent de parler. Mais surtout, vous comprendrez l'amour d'un homme pour ses chevaux, en pleine guerre de 14-18, émouvant. Les Ardennes, aux environs de Sedan, pas très loin de Charleville-Mézières, dans un cantonnement d'un régiment de dragons, nous sommes au mois d'août, en 1914. Même si j'ai la fibre patriotique, je suis plutôt antimilitariste. Je hais la guerre. Je déteste l'armée. Je n'aime pas le genre militaire, tout en ayant très jeune appris à marcher au pas. Pour parler de la Grande Guerre, je vais vous conter une nouvelle, entièrement vécue et sans filtre hypocrite. Août 1914. Arthur Donckert est en colère devant l'absurdité d'une guerre qui détruit sa patrie et pire, son pays, son vrai pays, là, exactement où il est né, là, où se trouve sa maison, là où habituellement, avant, il cheminait sur les routes de sa campagne avec ses attelages de chevaux pour livrer le blé et la farine dans tous les villages perdus des Ardennes. L'armée, fière et bruyante, lui a réquisitionné toutes ses bêtes, ses chevaux et ses mules, avec leurs équipements de trait, tout, il ne lui reste rien. Ses écuries sont vides, sa grange de paille et de foin est vide, ses entrepôts de blé et de farine sont vides. Sa femme est restée toute seule. Comme tous ses camarades, il a été mobilisé, bien qu'il ne soit plus tout jeune. Vêtu de l'uniforme militaire traditionnel depuis la dernière guerre de 1870, qui se voit bien pour se faire mieux tirer dessus par l'ennemi, il jure. Cette tenue d'opérette bleue et rouge est ridicule, tout juste bonne pour défiler, pas pour aller se battre. Son escadron vient d'être affecté au charroi des canons sur une avancée creusée de tranchées à quelques kilomètres de sa maison, il jure, crénon, ils vont tout bousiller. Les lourds orages moitinondent, les routes n'existent plus, des ornières les ont remplacées. Le capitaine, un arrogant fils d'industriel du même pays que Donckert, commande cet escadron de plus de 100 hommes et 4 fois plus de chevaux ou de mules de trait. Des attelages sont en formation et commencent à déplacer les canons de 75 avec leurs lourds affûts et leurs grandes roues de fer. Cette artillerie de campagne roule allègrement lors des manœuvres de démonstration, dans les cours gravillonnés de gris fer des casernes, mais à travers champs, dans les profondes ornières sombres, sous des trompes d'eau poisseuse, l'entreprise devient épouvantable et éprouvante pour les animaux et pour les hommes. Qu'à cela ne tienne, doublons les attelages, mettez 6 chevaux s'il le faut et en avant. Les animaux dont sera responsable Donckert sont dans le fond d'une immense cour carrée de ferme abandonnée, les habitants ont fui sur les routes. Il s'approche et avec stupéfaction reconnaît 4 de ses propres mules avec tout leur équipement, harnais et colliers de traits marqués, sur une plaque de cuivre. Il jure de rage, ces bêtes, ces pauvres bêtes qu'il n'avait pas vues évidemment depuis la réquisition, sont en piteux état, comme tous les soldats aussi. Les ordres pleuvent, ça crie, ça hurle, ça insulte, c'est la chiourme que l'on maltraite ainsi, pas de braves soldats. Des larmes amères coulent sur ses joues et les gouttes dégoulinant le long de sa moustache perlent à chaque pointe, un revers de main, allez, en avant. Les mules ont-elles reconnu leur vrai maître ? Tout le monde dira que non, mais les mules diraient que oui. Il leur parle et leur peau est agitée de violents frémissements. Les chevaux perçoivent à un haut degré le contact humain et si les mules sont de pauvres bâtardes, elles n'en sont pas moins intelligentes et les plus braves des animaux, donc exploitables jusqu'à la mort. Et ces chevaux, où sont-ils ?
Ses 4 superbes Ardennais robustes, dociles. Tirant son grand camion bâché par tous les temps, afin d'alimenter en blé la grande minoterie, la plus importante du pays. Un court instant Arthur s'évade, il revoit son pharaon, son beau cheval gris souris, sa longue crinière noire, ses fines pattes chaussées de jolies balsanes noires. Une ancienne blessure sur la croupe avait formé comme une sorte d'étoile blanche étonnante. Il avait si belle allure, attelé au tilbury pour aller au marché sur la place ducale, ou le dimanche à la messe en la basilique. L'homme pense surtout à ses promenades, seul, le long de la Meuse, à l'ombre des tilleuls verts, montant fièrement son pharaon, cheveux écrins au vent. Les cris des soldats, les hennissements des bêtes, les bruits des roues cerclées de fer sur les graviers, fini de rêver, il faut s'occuper de tout ce tumulte qui finira bien un jour dans le silence, silence de paix, ou silence de mort. Le train de tous les équipages attelés est déjà en branle dans un vacarme sinistrement silencieux, au loin l'artillerie ennemie ne tire pas. Toute la journée se passe en allées et venues, les petites routes de ce pays sont défoncées et impraticables. Le capitaine s'excite au milieu de ce chaos en scrutant une carte d'état-major détrempée sortie des fontes de sa selle. Il connaît mieux les salons de la haute bourgeoisie que toutes ces terres ablées aujourd'hui labourées par les éclats d'obus, et toutes ces obscures forêts de sapins ardennaises. Plus aucun lièvre ne déboulera dans la plaine purulente de tristesse. Plus de hordes de sangliers, la fierté de ce pays fermé, ne sortira en trompe des fondrières glauques, plus de chants d'oiseaux à part les corbeaux qui hantent le ciel de tous les champs de bataille. Pluie morne, triste, sombre, hommes et bêtes ressemblent à des statues debout. Les bois, les bosquets, ne sont plus que des pieux déchiquetés, ébranchés, plantés sournoisement sur des collines qui ressemblent à un immense Golgotha n'attendant plus que ses martyrs. Misère de l'arrogance et de la vengeance de quelques-uns, alimentée par une masse impuissante à se révolter. Les hommes comprennent, peut-être, mais les chevaux ne comprennent pas, ne peuvent pas comprendre ce calvaire. La nuit tombe très vite sous les nuages noirs, comme pour dissimuler cette masse de fantômes aux yeux d'une autre armée dans le même état de peur et de souffrance, la troupe des soldats empêtrés dans leur uniforme et tout leur attirail pour tuer l'autre en face. L'horreur de la baïonnette au bout de son lebel que le troufion, suivant la démonstration d'un caporal à l'exercice, un coup sec devant et un pied appuyé pour retirer la lame ensanglantée, devra enfoncer dans le ventre de l'autre qui le regarde hébété, les yeux dans les yeux, les fait tous cauchemarder. Doit-on vivre pour cela? Assurément non. Peu de nourriture, trop de fatigue. Les bêtes n'ont pas de fourrage, elles boivent, exténuées, l'eau boueuse des fossés. Le capitaine s'enfonce dans une casemate de sacs de sable, ces hommes essaient de dormir dans quoi au juste? Impossible à décrire. Un coup de clairon, tout le monde debout, café tiédasse, ignoble, transporté dans la même gamelle qui sert au vin acre et aux haricots, la troupe n'est pas spécialement soignée, elle n'est ici que pour mourir, hommes et bêtes confondus. On monte, on rampe, on s'agrippe, dans une mêlée suintante et suante, exhalant des relents d'hommes et de bêtes sales. Un monde d'effarés. Un monde de damnés. Les mêmes ordres rudes et sans âme, il faut avancer pour positionner les 75 en haut d'une butte tournée vers l'est. Les ordres sont les ordres. Aucun accès vers cette butte. Les chevaux, les mules, sont embourbés, les canons impossibles d'extraire des ornières, il a plu toute la nuit. Les fouets claquent, les coups de pied aussi,
La plupart de ces hommes n'ont jamais mené un attelage, ils tirent stupidement sur les rênes faisant cabrer les bêtes qui retombent lourdement sur la ferraille des canons, un manège de fous terrorisés. La mitraille en face a redoublé dès les premières lueurs. Dunkerque est effondré, son canon est presque retourné, une roue tournoie dans l'air dégoulinant, la pluie redouble, ses mules, ses vraies mules à lui, sont l'une sur l'autre. De sa poigne terrible, il essaie de redresser tout ça avec des cris d'enfer. Ces misérables bêtes n'en peuvent plus, depuis combien de jours n'ont-elles pas mangé, à part quelques feuilles ou de la mauvaise herbe des talus. C'est une honte qui le fait tressaillir de fureur, il s'acharne. Une de ses mules est blessée par une courroie de cuir qui lui a entaillé l'épaule, profondément, le soldat ne peut rien faire, si, il défait ces ridicules bandes molletières et entoure ainsi le cuir qui ne s'enfonce plus dans la plaie. La boue rentre dans les brodequins cloutés, peu importe. Sur son fringant cheval d'officier, dégoulinant de boue, le capitaine passe en vociférant. La vue de cet homme, qui tel Jean Valjean, essaie de secourir ces animaux le met hors de lui. Il hurle, il menace, il reconnaît ce soldat, il sait sa réputation de meneur d'attelage réputé dans tout le canton, ce Dunkerque qui livrait le blé à la minoterie de sa riche famille. Arthur le regarde alors avec une certaine haine, il vient en effet d'apercevoir deux énormes sacs d'avoine attachés au trousquin de la selle de son chef. Il crie que ces bêtes crèvent de faim depuis plusieurs jours et qu'elles ne pourront certainement pas aller plus loin. L'officier dédaigneux lui rétorque que ces mules sont là pour crever de toute façon et qu'il s'en fout, il faut avancer, c'est tout. Le soldat a blêmi, se fige, non, dit-il. Rouge de colère, le capitaine arrache le fouet des mains d'Arthur et lui en cingle un violent coup en travers de la face, lui arrachant aussi son képi rouge et gris, c'est un ordre. Arthur reste pétrifié mais, rapide comme un homme de cheval, il saisit les rênes de la monture de luxe d'une main de fer, immobilise l'animal et, voyant le sabre dans le fourreau au côté gauche du capitaine, s'en saisit et s'écrie, lui aussi ivre de colère, « Donnez-moi au moins un sac d'avoine pour mes mules ou je vous coupe la gueule. » Cette voix puissante a fait hennir le cheval qui se retourne, et, dans un éclair fixe l'homme d'un œil exorbité sous sa longue crinière noire emmêlée qui l'avait aveuglé. La lame n'a servi qu'à couper les liens et Arthur arrache un sac d'avoine, découvrant avec effroi une étoile blanche sur la croupe gris souris, Pharaon. L'officier enfonce terriblement à fond ses étriers dans les flancs sanglants de son cheval qui se cabre et disparaît dans la tourmente. Pharaon. L'animal pousse alors un horrible cri interminable. Le soldat, enragé, tête nue, ramasse son képi à terre, le remplit de grains et donne à manger à ses mules ivres de faim et de souffrance. À midi, les canons sont enfin pointés vers l'ennemi. Enfin, à peine la moitié des canons, les autres sont restés enfouis dans l'horreur boueuse au bas de la colline avec les animaux mourants empêtrés dans leurs courroies et la plupart des caisses de munitions, absurdité militaire. L'officier fait dételer et ordonne de tuer d'un coup de pistolet dans le front tous les animaux sans utilité, les mules en premier. La vraie bestialité militaire et l'arrogance bourgeoise. Salopard, a crié Arthur, salopard, ont hurlé les soldats. Le soir, rapide conseil de discipline. Arthur Dunkerque est condamné au crapouillot. Il sait ce que cela veut dire, ces bêtes sont mortes, et son sort ne vaut guère mieux depuis cette sentence. Les crapouillots, ces terrifiants mini-canons, que les soldats des premières tranchées installent sur les rebords du talus, et mettent à feu en s'exposant plus que les autres avant de lancer l'attaque. Tous les canonniers de ces engins de mort trouvaient ainsi la mort avant les copains. Arthur eut le genou droit arraché, la jambe broyée et demeura infirme toute sa vie.
Il resta, à part son capitaine, le seul survivant de son escadron de 120 bonshommes, tout simplement parce qu'il se retrouva presque enterré vivant, et attendit les secours durant plusieurs jours, seul, à moitié noyé dans la boue et le sang au fond de son trou. L'officier, heureusement réfugié bravement à l'arrière, sain et sauf, fut ensuite décoré pour au fait d'armes. Fin de la guerre. Arthur Donkert, rentré chez lui, retrouve son épouse et un seul cheval, son pharaon qui lui a été restitué, blessé, éborgné. Dans le double plancher, au-dessus des écuries, il retrouve aussi sa selle, ses plus beaux harnachements que sa femme avait eu le cran de cacher lorsqu'il fut mobilisé. Mais la guerre a brisé cet homme et ses chevaux. Plus de charrois de blé et de farine, la minoterie l'a maudit. La guerre a fait semblant d'avoir gagné, Arthur, lui, fait semblant de n'avoir pas perdu. Pharaon, attelé à une mauvaise carriole, est perdu, il saute dans ses brancards lorsqu'il aperçoit un crottin sur la route, et si c'était une mine? Arthur ne se sert plus jamais d'un fouet. Un jour, l'homme vieillit, le cheval aussi, un jour l'épouse n'est plus. Et le soir, par les chaudes journées d'été, on voit un homme et un cheval, seuls, marchant le long de la Meuse à l'ombre des tilleuls verts de la promenade. Lui, boitillant, tient doucement son ami par la bride. Évitant les chemins où il y aurait des crottins, longeant le fleuve du bon côté, celui de l'œil vide, afin que la vue de l'eau miroitante ne soit pas un précipice de danger. Les corbeaux n'ont plus le droit de voler. Pour seul bruit celui des frissons de volet du vieux moulin, là-bas. Au bord de la rivière accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, les poissons d'or frais, dans le frais cresson bleu. De temps en temps, une caresse sur la croupe, sur l'étoile blanche, l'étoile de leur vie, ils marchent ensemble, silencieux, vers le dernier silence, celui de la grande prairie, là-haut. Un carnet de ma famille d'où j'ai extrait ce souvenir douloureux. Un carnet de vérité, maculé de sang noir et de taches de boue verdâtre, bien des pages illisibles. Lorsque je compris que plus personne ne pourrait les lire et surtout n'avait plus le droit d'en faire usage, je les brûlai. Une minuscule flamme m'a autorisé à écrire ces quelques lignes. Vous êtes allé jusqu'au bout de cette histoire? Une histoire authentique a servi pour construire tout ce que vous venez de lire et d'écouter. Toute guerre est ignoble, toute guerre est atroce, toute guerre est irrespectueuse. Ce qui ne se raconte pas souvent a pourtant bien été le terrible sort de tous ces malheureux animaux, chevaux, mules et autres animaux de trait. Maltraités, pas nourris, pas soignés, exploités jusqu'à la mort, l'horreur absolue. À la fin de cette guerre, on estime que 10 millions de chevaux y ont trouvé la mort, soit l'équivalent des pertes militaires humaines. Sans parler évidemment de toute cette souffrance effarante pour les uns comme pour les autres.
Pourquoi les hommes ont-ils le droit de faire ça?